Bien, monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Les candidats aux différents examens de fin d'année dans notre pays, le Bénin, n'auront plus besoin de se déplacer dans leurs différents centres de composition pour connaître leurs résultats. Ils pourront les obtenir à travers une plateforme numérique conçue à cet effet. Le gouvernement offre donc la possibilité aux parents d'élèves ainsi qu'aux élèves, aux différents candidats, par juste un clic, de connaître le résultat. Le e-résultat est en effet la dernière matérialisation de la volonté du président Patrice Talon et son gouvernement de promouvoir l'économie numérique et le commerce électronique dans notre pays. Où en sommes-nous avec la mise en œuvre de cette réforme qui a commencé en 2016? Nous ferons un bilan d'étape ce matin avec notre invité du jour qui est M. Serge Adjovi, c'est le directeur général de l'Agence des services et systèmes d'information, l'ACI. M. Adjovi, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Cette émission, je le rappelle rapidement, est également retransmise sur plusieurs radios à l'intérieur du pays. Il s'agit de Kandi FM à Kandi, Dialogue FM un peu plus au nord, Solidarité FM à Djougou et sur le www.canal3television.com, notre site internet. Et je conduirai cette émission, une fois n'est pas coutume, seul, ce sera sans Tanguy Agoy. Alors, monsieur Adjovi, sans plus tarder, on va commencer par l'actualité. C'est le e-résultat. Le gouvernement a décidé d'offrir aux citoyens béninois, en tout cas les candidats et leurs parents, la possibilité de connaître les résultats des examens juste à travers leur téléphone, leurs ordinateurs. En quoi consiste concrètement cette réforme? Merci. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que cette réforme, enfin, ce service que nous mettons à la disposition des parents d'élèves, des candidats aux examens, mais aussi de l'ensemble de la population, participe d'une volonté d'introduire de la digitalisation au niveau du pays tout entier, et en particulier de rendre l'administration un peu plus numérique et donc permettre aux citoyens d'interagir avec l'administration et ses différentes composantes de manière plus simple. Donc dans ce cadre-là, il y a cette plateforme e-résultat, et cette plateforme e-résultat a été développée pour le compte de l'ensemble du gouvernement, et en particulier les 3 ministères de l'éducation, mais d'autres ministères seront naturellement intégrés et concernés dans le futur, sur le même principe, c'est-à-dire essentiellement, mais pas seulement, on va en parler, la fourniture de résultats en ligne. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Parce que nous avons été habitués par une des directions chargées d'organiser les examens dans notre pays, l'Office du bac, pour être plus précis, qui mettait en ligne les résultats du baccalauréat. Qu'est-ce qui va changer avec ce que vous mettez en œuvre aujourd'hui, le e-résultat? Alors, il y a plusieurs choses qui changent. D'abord, parce qu'on ne s'occupe pas que du baccalauréat. On s'occupe du baccalauréat avec, exactement, avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, mais on s'occupe aussi du BEPC, du CEPE. Est-ce que vous savez qu'on a identifié non moins de 26 examens et concours dans le secteur de l'éducation? Donc au fur et à mesure que nous aurons des demandes des sectoriels, nous allons introduire l'ensemble de ces des résultats en ligne de ces 23 examens au fur et à mesure qu'ils se passent. En réalité, ce n'est pas que les examens nationaux, il s'agit également des concours organisés par le gouvernement. Exactement. Exactement. Ce sera élargi à l'ensemble des concours aussi organisés par le gouvernement, le ministère de la fonction publique, par exemple, dans un deuxième temps. Alors, il y a une petite polémique qui est née à la suite donc, de la mise en œuvre de ce service-là, le e-résultat. C'est que beaucoup de citoyens s'interrogent. Pourquoi faut-il dépenser de l'argent pour avoir des résultats des examens? D'accord. Alors, je comprends la polémique. C'est une question qui est extrêmement importante puisqu'elle fait le buzz depuis qu'on a lancé, c'est-à-dire le 23 cette semaine. Nous l'avons reçu et nous y avons répondu plusieurs fois. Je crois qu'il y a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est quand vous dites ça, quand vous posez la question de cette forme, vous sous-entendez que jusqu'à présent, ils ne dépensent pas pour avoir les résultats. Parce que lorsque l'Office du bac met les résultats, c'est gratuitement, les citoyens vont sur le net et ont accès à ça. Ou encore, on se déplace dans les centres de composition, on ne paye pas pour pour avoir les résultats dans les centres de composition. Je suis d'accord avec vous.
sauf que vous payez pour aller au centre de composition, n'est-ce pas? Vous faites peut-être allusion au transport. Transport, Oui. avec ses risques, avec ses distances, avec ses problèmes. Il y a deux éléments. Le premier, c'est que nous pensons que cette plateforme crée une valeur ajoutée, crée quelque chose de différent, crée quelque chose qui peut, qui va non seulement simplifier les choses, mais aussi ajouter de la valeur, de la chaleur dans le foyer, quand par exemple les résultats sont reçus non pas tout seul en face d'une liste dans un centre d'examen, mais en famille pour célébrer. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que la raison pour laquelle nous avons beaucoup travaillé pour faire cette plateforme maintenant, c'est aussi pour éviter ces attroupements devant les listes des centres d'examen et dans la mesure où nous sommes toujours dans une situation de crise sanitaire. Et enfin, je crois qu'il faut considérer que si nous sommes satisfaits avec le service et si nous voulons que ce service soit pérenne, c'est-à-dire qu'il existe aujourd'hui, qu'il existe demain, après-demain, qu'il se développe, eh bien, ce service a un coût. Et ce coût, il faut pouvoir y faire face. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est payant. Alors, je vais peut-être rappeler les chiffres pour qu'on donne un peu une dimension à ce coût-là. Ce sont des coûts qui varient entre 50 francs pour une consultation pour le CEPE, 75 pour le BEPC et 100 francs pour le bac. Donc, on ne peut pas dire que ce soit des coûts exorbitants, mais vous avez raison, c'est quand même un coût. Il s'agit de milliers, de centaines de milliers de candidats. Certes. Quand on met ensemble, je suppose que tous les candidats, ou tout au moins la moitié, doivent recourir aux résultats, ça fait beaucoup d'argent. Je ne suis pas sûr que ce soit la moitié, parce que vous avancez des chiffres, mais je ne sais pas sur quoi vous les fondez. Moi, je dis ici, je suppose, le nombre de candidats qui sont donc allés à ces examens-là, et que la moitié de l'effectif devrait recourir à ce service, ça fera un bon pactole pour le gouvernement. Oui, ça peut faire un bon pactole pour le gouvernement. Ce pactole sert à financer la dématérialisation des services, après avoir naturellement permis que cet investissement se fasse et que cet investissement soit prolongé dans l'avenir. Donc, moi, je crois que ce qu'il faut voir, c'est que on a beaucoup vu dans le passé des solutions techniques ou pas qui étaient mises en place à grands frais, que ce soit sur le budget national ou à travers des partenaires financiers qui prêtaient de l'argent ou qui donnaient de l'argent. Et au bout de quelques temps, par manque d'un mécanisme, d'un modèle économique qui permet d'asseoir la solution dans la durée, eh bien ça s'arrête. Ce n'est pas la manière dont nous souhaitons faire les choses. Le numérique est là pour rester, et donc la dématérialisation des services de l'administration est là pour demeurer pour longtemps. Ça va finalement faire partie de notre manière de fonctionner. Et donc, il faut que ce soit pérenne. Et donc, nous avons décidé, quand je dis nous, le gouvernement a décidé, pas moi, pas la CI, le gouvernement a décidé que ce serait payant de manière extrêmement modérée. Donc, voilà un petit peu les raisons qu'il y a derrière. Ce que je veux dire aussi, c'est que nous n'annulons pas, nous ne faisons pas disparaître la manière de proclamer, publier les résultats tels qu'ils existaient. Nous créons une plateforme qui est une plateforme qui est mise en place par le gouvernement et une plateforme dont les parents d'élèves, les élèves, n'importe qui se connecte, à l'assurance que c'est une plateforme officielle qui donne des résultats officiels. Les résultats qui sont là-bas sont fiables. Exactement. Donc il y a cet élément de crédibilité, de fiabilité de l'information qui aussi est extrêmement important. Mais ça n'exclut pas que les résultats soient proclamés à la manière traditionnelle, c'est-à-dire dans les écoles, les centres de composition. Absolument. Ça va continuer, naturellement. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la fiabilité, du caractère très officiel de ces résultats qui seront affichés sur la plateforme. Mais est-ce que des précautions sont également prises pour que ça ne soit pas manipulé? On sait que tout ce qui est sur Internet est forcément sujet à un certain nombre de risques de manipulation, de transformation à des fins malveillantes.
Oui, alors là, il faut faire un peu la différence entre Internet et puis ce type de plateforme. Oui. L'Internet, bien entendu, quand un internaute se connecte pour aller consulter son résultat, il passe par l'Internet. Mais la réalité, c'est que cette plateforme se trouve sur des équipements, sur des systèmes qui sont sécurisés et qui sont protégés et qui sont bénins. Donc, de ce point de vue-là, il n'y aura pas entre ce que, pour le bac par exemple, ce que va communiquer l'Office du bac et les résultats qui seront publiés, il n'y aura pas de distorsion, il n'y aura pas de différence. Maintenant, que les résultats soient repris à des fins, comme ça se passe aujourd'hui peut-être, hein, je ne sais pas, mais il ne faut pas voir que les travers qu'on a aujourd'hui vont subitement disparaître. Ils seront naturellement amoindris par le numérique, parce que le numérique offre une meilleure traçabilité, une certaine transparence, mais encore une fois, quelqu'un qui a des intentions malveillantes, il peut toujours se servir de tout ce qui est à sa disposition pour arriver à ses fins. Pour vous résumer, c'est que désormais, les parents ont la possibilité de mettre les enfants à l'abri des accidents lorsque parfois on assiste à des candidats euphoriques après avoir obtenu leurs résultats dans les centres d'examen pour se rendre à la maison. C'est des soucis parfois, ou quand même, ou encore l'inverse, quand le résultat n'est pas bon, la tristesse amène parfois certains candidats à commettre des actes que l'on regrette après. Donc, grâce à cette plateforme, on peut éviter ces différentes situations. Nous allons maintenant aborder l'ACI, qui est l'un des fleurons des structures mises en place par le gouvernement pour mettre en œuvre sa politique de promotion de l'économie numérique, du commerce électronique, en tout cas de la digitalisation du pays. Quel est le rôle de l'ACI dans la mise en œuvre de cette politique-là? Alors, il faut voir que lorsque le PAG a été présenté, il a été présenté avec un certain nombre de projets phares et un certain nombre de réformes. Parmi les projets phares, il y en a 6 qui sont spécifiquement des projets du numérique, dont un qui s'appelle la mise en place de l'administration intelligente, ce qui veut dire que c'est une administration qui utilise des outils numériques pour délivrer des services qui sont de qualité et pour augmenter son efficience naturellement. Le rôle que joue l'ACI, eh bien, c'est d'être une agence qui participe à l'implémentation, à la mise en œuvre des réformes, à l'exécution des projets. Alors, ces projets sont d'abord, principalement, je dirais, la mise en œuvre de l'administration intelligente, ce qui comprend la dématérialisation des processus de l'administration, la relation simplifiée entre le gouvernement et les citoyens à travers des services, ce qu'on appelle des e-services parfois, et la protection du traitement et du stockage des informations à travers une structure qu'on appelle dans notre jargon un data center, donc un centre de données qui est en cours de mise en place pour l'administration. Donc le rôle de l'ACI, c'est de mettre l'ensemble de ces moyens techniques à la disposition des administrations publiques de manière à apporter cette efficience qui est requise de cette administration. Mais vous n'êtes pas seul, je l'ai dit, il y a plusieurs structures de l'État qui, ma foi, jouent plus ou moins les mêmes rôles. Y a-t-il pas un chevauchement, l'agent de développement du numérique, l'agent d'identification, quelle est la démarcation entre vous et le rôle dévolu aux autres structures? Alors la démarcation est relativement claire pour ceux effectivement qui pratiquent ces structures, mais je comprends votre question. Ce n'est pas le cas pour le commun des citoyens qui vous suivent, qui ont besoin de savoir. Et c'est pour ça que je vous explique. Tout à fait. Donc vous avez raison, à côté de l'ACI, il y a, je dirais, d'autres agences sœurs sous tutelle de la présidence de la République et que je peux considérer comme étant dans le secteur du numérique. Le secteur du numérique est vaste. Tout à fait. Et pour bien, j'allais dire, cadrer ce que ce secteur va faire, si vous vous rappelez, il y a un certain nombre de lois, un cadre réglementaire, un cadre juridique et réglementaire qui a été mis en place dès le début de 2017, qui porte sur l'information et qui porte sur les outils du numérique, à travers le code du numérique ou la loi sur l'information. Tout à fait. Donc,
ces nouvelles lois ont proposé, ont demandé, ont exigé la mise en place de nouvelles structures. Quand je prends le cas de l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, on ne peut pas être une nation respectée du numérique si on n'a pas une forte sécurité qui amène cette confiance, cette crédibilité de nos systèmes d'information, de nos données, des données des citoyens béninois traitées par le gouvernement. Donc, il est évident, et ça c'est une exigence de la loi, que cette agence qui est spécialisée dans la sécurité ait vu le jour. C'est une bonne chose. Ensuite, le président de la République, très tôt, a décidé qu'il y aurait cette base de données biométriques qui va faciliter le développement du pays à travers son intégration dans d'autres projets, et on le voit aujourd'hui au niveau des cartes d'identité, au niveau du projet Arch, au niveau même du portail des e-services, j'espère qu'on va en parler. On voit que c'est un outil qui est en place, qui est utilisé et qui permet des avancées significatives. Donc, encore une fois, l'ANIP, qui est l'Agence nationale pour l'identification des personnes, qui s'occupe particulièrement de cette base de données biométriques, est une très grande nécessité. Enfin, une quatrième agence, qui est l'Agence pour le développement du numérique, qui s'occupe de, je dirais, les infrastructures et les réformes. Pas toutes seules. Il y a d'autres entités, et en fait, ces entités collaborent assez fortement et assez bien. Au niveau du numérique, vous voyez bien que si la personne qui veut consulter ses résultats d'examen et qui se trouve en dehors de Cotonou n'a pas de connectivité, n'a pas la possibilité d'accéder à Internet, soit avec son ordinateur, soit avec son téléphone portable, vous voyez qu'il y a un problème. Donc il y a la nécessité de mettre en place une infrastructure télécom sur l'ensemble du pays, donc assurer la couverture du pays en matière de télécom, et c'est en particulier ce dont l'Agence pour le développement du numérique s'occupe. Voilà. Alors, ce sont des exemples, mais je pense qu'ils illustrent bien la spécificité de chacune de ces agences. Tout à fait. Lorsqu'en 2016, Patrice Talon a affiché sa volonté d'œuvrer pour une digitalisation de notre pays, d'en faire un hub au niveau de l'Afrique de l'Ouest en matière d'économie numérique, de commerce électronique, beaucoup se demandaient de quoi il parlait. Aujourd'hui, après 5 ans de mise en œuvre de cette volonté, à travers des structures que vous avez citées, à travers un certain nombre de réformes et d'actions, alors quel point peut-on faire, quel bilan d'étape peut-on dresser aujourd'hui de la mise en œuvre de cette réforme? Alors, c'est pas à moi ici de faire ce bilan. Pourquoi vous êtes un des acteurs clés justement de cette activité, de ce secteur-là? Il y a un autre acteur clé qu'il ne faut pas que vous omettiez dans cette liste-là. Lequel? C'est le ministère du numérique et de la digitalisation. Tout à fait, mais vous êtes directeur général d'une agence très importante basée sous la tutelle de la présidence, ministère de l'économie numérique, où vous sans doute vous travaillez dans la même dynamique. Vous êtes donc qualifié pour nous faire un bilan, pour nous dire aujourd'hui voici ce qui est fait en matière donc de digitalisation du pays. Voilà, on a parlé de e-résultats tout à l'heure. Quels sont les autres éléments qu'on peut mettre au compte de ce bilan-là? Bien sûr. Non. Ce que je dis, c'est que si vous me demandez un bilan de l'ensemble du secteur du numérique, vous voyez bien que cela relève plus de Madame la ministre. Je suis d'accord, on comprend ces précautions administratives. Je vais terminer. Ce ne sont pas des précautions administratives. Moi, ce que je peux faire, c'est vous donner le bilan des agences. D'accord, et vous dire un petit peu quelles sont les relations. Mais d'une manière générale, vous allez avoir un état des lieux tel que je le vois de ma position. Voilà. C'est justement ce que je demande. Très bien, donc on s'entend sur ça. Alors que peut-on retenir aujourd'hui? Alors, ce qu'on peut retenir, c'est, et je vais prendre la réponse sous un angle un petit peu sous 2 angles. Un angle qui permet de dire quels sont les résultats qui sont le soubassement finalement de la création d'une économie numérique, et puis un angle où on va regarder les impacts de certaines des réalisations. En termes de soubassement, comme j'ai dit, en termes de base de l'économie numérique, il faut comprendre que pour faire une économie numérique qui
crée la confiance, où les utilisateurs, que ce soit les administrations, mais aussi les citoyens, les entreprises, aient confiance, il faut tout ça. Il faut ces systèmes que j'appelle transversaux qui créent cette confiance et qui créent la confiance technique, mais aussi la confiance d'utilisation, la confiance financière, etc. Et quels sont ces sous-bassements? Quelles sont ces bases? La première, c'est bien entendu qu'il faut un réseau télécom qui fonctionne. Oui. D'accord? Et nous avons pas mal travaillé dans la restructuration de l'environnement télécom et sur des projets de fibre optique, dans des projets de haut débit. Un autre exemple, c'est typiquement la création du data center du gouvernement. Ce data center, qui sera donc basé à Calavi, est en cours de mise en œuvre. Il va commencer à fournir des services soit dès la fin de cette année, soit au plus tard, je dirais, au premier trimestre de 2021. C'est une chose importante. Nous n'avions pas, en dehors des ministères et pour l'ensemble des ministères, ce type d'infrastructure. Un autre élément qui me paraît moins important, c'est effectivement la base de données biométriques dont j'ai déjà parlé, et qui constitue un élément qui se retrouve partout. Je prends un exemple. Nous avons mis en place un portail des e-services. Ce portail rassemble au jour d'aujourd'hui, sur un même, dans un même endroit, sur une même plateforme, au-delà de 300 services. Parmi ces services, il y a des e-services. Ce que j'appelle des e-services, ce sont des services qui sont dématérialisés. Et on pourra peut-être revenir dessus parce que c'est peut-être un concept un peu théorique. Mais sur certains de ces services, quand vous devez aller chercher ou demander un certificat de nationalité, ce certificat de nationalité présente des informations qui sont vos données personnelles. Et par conséquent, on ne va pas permettre à n'importe qui d'aller demander le certificat de nationalité de M. Adjouvi. Il va falloir qu'il aille chercher son certificat de nationalité. Oui. Et pour ça, il va falloir qu'il s'identifie correctement. Pour s'identifier, il va aller chercher son numéro personnel d'identification. Et avec ça, il va pouvoir créer son login, donc sa manière d'accéder. Oui. Et ces données personnelles sont protégées. Donc vous voyez que ce soit de manière télécom, que ce soit pour la protection des données, il y a des éléments de base, des briques de base qui constituent la fondation de cet immeuble de l'économie numérique. Maintenant, il y a les services, parce que la raison de ça, c'est effectivement de fournir des services. Donc nous allons fournir des services, alors je vais en citer quelques-uns un peu en vrac, il n'y a pas de niveau d'importance particulier, mais les e-services sont un élément important de la relation entre l'administration publique et le citoyen, entre l'administration publique et les entreprises. C'est quelque chose d'important de pouvoir assez rapidement obtenir son registre du commerce en ligne, très rapidement. C'est extrêmement important pour les étrangers. Nous avons été félicités plusieurs fois d'obtenir son visa électronique sur la plateforme e-Visa. Ça, ce sont des réalisations. Nous avons aussi mis en place un réseau pour la diffusion de la télévision numérique terrestre. Le réseau est en place. Nous sommes en train de faire les derniers ajustements pour que les structures qui vont procéder effectivement à la diffusion soient en place et puissent le faire. Donc, voilà des exemples, et j'en ai cité par le passé tout à l'heure, qui concourent à la vision globale du ministère du numérique et de la digitalisation, mais plus globalement du gouvernement, pour la réalisation de cette économie numérique que nous appelons de nos voeux. Dit qu'on a marqué des points importants, connu des avancées considérables dans la mise en œuvre de projets de numérisation de notre pays. Vous avez cité quelques services offerts dans ce cadre-là, quelques e-services aujourd'hui où le citoyen peut facilement obtenir certaines pièces administratives pour éviter le contact humain, qui donne souvent lieu à quelques actes pas très élégants, notamment la corruption et autres. Est-ce qu'aujourd'hui, fondamentalement, un pays comme le Bénin, compte tenu de son niveau de développement, est vraiment prêt, avec une population également prête à subir ce mouvement de numérisation, de digitalisation des procédures et des actes? Moi, je vais vous dire ce que je crois. Je crois que
Le numérique, on peut aimer ou ne pas aimer. On peut être un expert ou un simple utilisateur, un simple consommateur. Mais le numérique ne va pas disparaître. Il va faire partie intégrante de notre société. Oui. Aujourd'hui, on ne peut plus gérer une société sans qu'il y ait un certain nombre d'outils numériques. Regardez ce qui a été mis en place au niveau de la Direction générale des impôts, e-bilan pour mettre le bilan en ligne, pour le paiement des impôts en ligne. Nous sommes en train de mettre en place une plateforme numérique de paiement électronique, une plateforme nationale, de paiement électronique. Enfin, ce développement-là, d'autres pays l'ont fait avant nous. Nous le faisons de manière, je pense, efficace et des résultats commencent à se manifester pour l'administration, pour la population, pour les entreprises. Dans la mesure où ça va rester, il faut qu'on embrasse ce mouvement, il faut qu'on soit bon et il faut qu'on soit reconnu comme étant cette nation pour laquelle le numérique est non seulement important, mais pas simplement pour la vitrine, mais qu'il l'intègre dans ses usages, dans sa manière de vivre, dans sa manière de se comporter, que les élèves aillent sur la plateforme e-résultats pour regarder leurs résultats, que les étrangers qui veulent des visas aillent sur la plateforme e-visa, que les bilans soient déposés en ligne, etc. etc. C'est important, ça va accélérer le développement, ça va simplifier les choses pour les populations. Moi, je suis convaincu que ça va leur faire gagner de l'argent. Parce qu'il y a des choses qu'ils n'auront plus à faire, comme se déplacer pendant des kilomètres. On me racontait encore récemment que quelqu'un, pour venir chercher un document, pour faire une autre démarche administrative, est venu de Parakou jusqu'à Cotonou, a attendu 2 jours pour avoir son document avant de retourner. Pourquoi est-ce qu'on ferait ça si on peut faire autrement, c'est-à-dire plus efficace, moins cher pour les citoyens? Donc voilà. En plus de ça, je crois que le numérique ne nous attendra pas et les citoyens n'attendront pas que le numérique vienne à eux. Puisque aujourd'hui, on a vu avec les téléphones mobiles, c'est du numérique, la téléphonie mobile, avec l'Internet mobile, on a vu que finalement, tout le monde s'y met. Tout le monde a envie de s'y mettre. Justement, tout le monde a envie de s'y mettre. Vous faites beaucoup d'efforts. Ces efforts ne sont-ils pas vains lorsqu'on sait que le taux de couverture nationale en matière d'Internet et de haut débit n'est pas fameux? Ah, on a des progrès à faire là-dessus. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Et c'est ce que nous faisons. Nous mettons en place de nouvelles infrastructures. Nous avons réhabilité, quand je dis nous, je parle l'ensemble des agences. Non, je ne parle pas au nom du gouvernement, mais je parle au nom. Enfin, les agences. Les agences. On vous comprend. On a réhabilité 2000 km de fibres. Nous espérons que nous allons avoir le financement pour déployer un autre projet sur d'autres parties du territoire. Mais ce n'est pas simplement le rôle du gouvernement ou des financements à travers le gouvernement, c'est aussi le rôle des opérateurs privés qui ont la responsabilité de fournir à la population, aux entreprises, aux Béninois, de fournir des outils de communication avec la qualité qu'il faut pour téléphoner, mais aussi pour échanger des données et pour accéder à nos plateformes en particulier, je dirais. Il y a certaines de ces réalisations qui ne sont pas applaudies par tout le monde. Si je prends par exemple la dématérialisation de l'administration fiscale, les impôts, ça fait grincer les dents parce que le citoyen se sent beaucoup plus contrôlé, plus, mettons, une certaine pression qui s'exerce désormais sur le citoyen. Quelles sont les difficultés, peut-être même je peux parler de résistance que vous observez sur le terrain dans la mise en œuvre de ces différentes actions? Alors, il faut qu'on reconnaisse entre nous que ne pas payer d'impôts n'est pas un acte citoyen qui peut être maintenu. D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, si le numérique peut aider à ce que l'assiette fiscale, c'est-à-dire l'ensemble des personnes qui effectivement doivent l'impôt et le payent, moi je ne peux qu'applaudir des deux mains, même si ça fait grincer les dents quelque part, n'est-ce pas? Donc, moi je crois que il y a des résistances, mais les résistances sont liées surtout au changement. Nous n'aimons pas, chacun d'entre nous, sortir de nos habitudes, sortir de notre zone de confort et voir arriver quelque chose que peut-être on a l'impression de ne pas maîtriser. Donc cette volonté de changement,
est la volonté du gouvernement, est la volonté du président Patrice Talon. Par conséquent, nécessairement, elle est mise en œuvre et nécessairement elle va rencontrer des résistances. C'est notre responsabilité par rapport aux infrastructures que nous mettons en place, aux services, aux solutions que nous proposons aux entreprises et à la population et au sein de l'administration. Il ne faut pas oublier l'administration. C'est notre responsabilité de faire ce qu'on appelle cette gestion du changement qui va permettre une adoption facile de l'ensemble de nos services. C'est aussi ça que l'ACI fait à travers la réalisation de ces projets. Il y a une partie gestion du changement, de formation, d'explication, de vulgarisation, comme je suis en train de faire aujourd'hui, qui permet de faciliter cette adoption. Quelle est la collaboration entre l'ACI et les autres structures qui sont également concernées par le domaine donc, de l'économie numérique, de la digitalisation du pays? Lorsque, par exemple, on a fini de faire le RAVIP, et ça fait un moment, et que le gouvernement a entrepris de numériser l'état civil, les actes de naissance aujourd'hui sont numériques, mais tout ça n'a pas encore complètement abouti. Mais pour bénéficier de certains services de l'ACI, il faut pouvoir, par exemple, introduire ces données personnelles. Ces données ne sont pas encore complètement à la disposition des citoyens. Comment ça se fait? Je ne comprends pas très bien. C'est-à-dire quoi? Je veux consulter mon registre de commerce ou un acte me concernant. Il faut que je puisse introduire mes données personnelles dans le moteur de recherche ou sur la plateforme concernée. Mais je ne connais pas encore, le citoyen ne connaît pas peut-être son numéro d'identifiant unique, etc. Comment ça se fait? Est-ce que ça ne constitue pas une difficulté pour vous? Oui et non. Enfin, je ne suis pas très sûr, mais je vais essayer quand même de répondre. L'ensemble des agences travaillent bien, ensemble. Par exemple, au jour d'aujourd'hui, que ce soit la Direction générale des impôts, ou que ce soit l'ANIP, ou que ce soit une entité dont je n'ai pas encore parlé, qui est l'autorité de protection des données à caractère personnel. Tout à fait. D'accord. Lorsque nous mettons en place un service, nous mettons bien entendu, nous consultons l'ensemble de ces entités. Lorsque nous mettons en place un service comme e-résultat pour le compte du secteur de l'éducation, nous consultons l'ensemble des 3 ministères, nous travaillons avec eux. La partie métier est apportée par le sectoriel. Nous ne faisons que mettre en œuvre techniquement, numériquement, ce que nous voulons réaliser. Donc le travail se fait. Maintenant, quand vous dites que les informations ne sont pas mises à disposition... Est-ce que le rythme auquel, par exemple, l'ACI met en œuvre la mission qui lui est confiée est le même, par exemple, pour les autres structures? Par exemple, l'ANSI qui est chargée donc, de la sécurisation, l'ANIP qui est chargée donc, de l'identification des personnes. Est-ce que c'est le même rythme? Est-ce que cette synergie est vraiment réelle au niveau de... Bien sûr. Aujourd'hui, nous avons travaillé beaucoup avec l'ANIP, par exemple, pour que les numéros personnels d'identification soient mis à la disposition, suivant un process qui est maintenant parfaitement déterminé et qui est largement utilisé. Ces numéros, justement, sont mis à la disposition de qui? Du citoyen ou des structures? Non, moi, mon numéro personnel d'identification est mis à ma disposition. C'est moi qui suis allé le chercher à l'ANIP. Voilà. Est-ce que tous les citoyens sont au même niveau que vous, ont ces informations-là? Je ne pense pas. Je ne sais pas, il y a eu beaucoup de publicité et beaucoup d'informations sur le sujet. Moi, je peux vous dire que lorsque nous avons créé la base biométrique, ce que beaucoup de gens connaissent sous le nom de base RAVIP, eh bien, la création, lorsque le citoyen a mis ses données personnelles et ses données biométriques dans cette base de données, ce que nous avons fait derrière, c'est que nous avons attribué un numéro aléatoire, qu'on appelle le numéro personnel d'identification, à chacune des personnes qui est dans cette base de données. Donc, les personnes qui sont enregistrées dans le RAVIP à l'époque, ou même après, puisqu'il y a des enregistrements après ça, eh bien, ont un numéro personnel d'identification. Derrière le numéro personnel d'identification, il y a toutes les informations concernant cette personne-là, concernant ce citoyen. C'est pour ça qu'on appelle cette base de données, dans notre jargon, le référentiel des personnes physiques. Donc, l'avantage que, en tant qu'ACI, moi je vois et que j'utilise en termes de services venant de l'ANIP, c'est le fait que je n'ai plus besoin que vous me disiez mettez votre prénom, Serge, votre nom, Adjovi, votre adresse, votre numéro de téléphone, tout ça là. Si vous me donnez le numéro personnel d'identification, je sais que... Ça vous donne accès à toutes ces informations. Ça pourrait me donner accès à toutes ces informations si effectivement je suis
éligibles à les acquérir pour en faire quelque chose. Voilà. Parce que, encore une fois, ce que dit l'autorité de protection des données personnelles, c'est que on ne peut, même en tant qu'administration, utiliser les données personnelles d'un citoyen que dans le but, et ce but unique, de faire quelque chose qui est donc connu. Donc on a une autorisation, en quelque sorte, de faire ce traitement des données personnelles pour aboutir à un résultat. Donc les données personnelles restent la propriété de la personne. Nous l'utilisons dans un cadre qui est parfaitement défini. Entre nous, oui. Est-ce que c'est effectif? Est-ce sûr. que l'ANIP vraiment, l'ANSSI joue vraiment ce rôle-là? C'est même pas l'agence de protection des données personnelles, je veux dire. Est-ce qu'elle joue vraiment ce rôle-là? Est-ce qu'elle protège réellement les données du citoyen? Ouais, bien sûr. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pu lancer la plateforme e-résultats dont nous avons parlé au début que parce que nous avons expliqué à la PDP, à l'autorité de protection des données personnelles, ce que nous faisons, la façon dont nous allons le faire, dont nous allons traiter les informations, dont nous allons stocker les informations, et on a eu naturellement son autorisation. On n'aurait pas pu lancer. On ne peut pas non plus faire ce qu'on veut, comme on veut. Il y a des règles, il y a des lois, il y a un cadre réglementaire que nous devons respecter. Je voudrais maintenant qu'on parle du data center. Le gouvernement se bat pour sa mise en œuvre, ce n'est pas encore effectif, vous l'avez dit, c'est d'ici le premier trimestre 2021. En quoi consiste le data center, puisque vraiment on en parle tellement, le ministère de l'économie, le ministère du numérique, c'est quoi le data center? À quoi ça va servir? Alors, avant d'arriver spécifiquement à cette question, je voudrais expliquer quelque chose qui me paraît important. Lorsque nous avons mis en place les projets, lorsque nous sommes dans l'exécution des projets phares du programme d'action du gouvernement, les agences qui ont été créées, vous avez vu que ce sont des agences que j'appelle transversales. Elles sont sous tutelle de la présidence de la République, elles travaillent dans tous les secteurs. Et encore une fois, je reviens à notre sujet du jour et résultat. On voit bien que le bénéfice de ça, avec le ministère de l'économie numérique, c'est de pouvoir travailler avec l'ensemble des secteurs. Et là, pour résultat, nous avons travaillé avec le secteur de l'éducation. Eh bien, le data center va faire exactement ça. Il va être mis à la disposition de l'ensemble des secteurs ministériels, de l'ensemble de l'administration publique, voire même, et peut-être qu'on pourra en parler, on va dédier une partie de ce data center au privé, de manière, encore une fois, à trouver ce modèle, cet équilibre économique qui nous permet de pérenniser, d'avoir cette infrastructure vivante encore à l'avenir. Et nous allons mettre dans un point central des applications dont vont se servir les administrations. Il faut savoir que du data center, nous avons des moyens de communication, comme la fibre optique, qui connectent l'ensemble des ministères, qui connectent l'ensemble, par exemple, des points une centaine de points du ministère des Finances à travers l'ensemble du pays. Donc, les informations pourront être stockées et traitées dans le centre de données du gouvernement et pourront être mises à la disposition aussi des administrations qui en ont besoin lorsqu'elles sont éligibles à les consulter ou à les traiter. Voilà, donc c'est une infrastructure qui est nécessaire, tous les pays en ont. Même les entreprises ont leur data center. Aujourd'hui, ce que nous avions, c'est de manière sectorielle, ce qu'on appelle des SAT serveurs ou des micro data centers dans plusieurs ministères. Nous avions le ministère des Finances qui faisait à travers son data center référence pour l'ensemble des applications du gouvernement, à juste titre. Maintenant, il s'agit de effectivement faire une structure qui est plus grande, qui rassemble l'ensemble. Un serveur national, c'est-à-dire qui va contenir les données aussi bien. C'est un gros calculateur avec des éléments de stockage d'informations à côté et des éléments qui permettent de communiquer avec toutes les entités qui ont besoin. Place également en fait au secteur privé. Voilà, on va, pour caricaturer, vendre un peu d'espace au secteur privé parce que un data center, c'est déjà un endroit
qui est sécurisé. Sécurisé en matière de télécommunication parce qu'on a 2 arrivées de fibres. Sécurisé en matière d'énergie parce qu'on a 2 arrivées de la SVE. Et on a aussi les groupes électrogènes, et on a la climatisation qu'il faut, et on a la sécurité qu'il faut, et on a, etc. Donc, la permanence, assurer une certaine activité. Exactement. Et c'est un outil important, c'est un outil, je ne dis pas qu'on va supprimer toutes les salles serveurs dans les ministères, on en aura besoin là. Il faut voir que l'ensemble de ces nouveaux services-là vont créer un petit peu cette nécessité d'avoir de plus en plus d'outils informatiques, des serveurs, des ordinateurs, etc. Mais on va créer un élément de serveurs actuellement dans les administrations, les ministères, seront connectés à ce gros centre, enfin ce data center. Et oui. Et comme ça, on va créer un élément fort de continuité de service. Si on a un problème au niveau d'un ministère, mais c'est pas grave, on pourra se fonder sur la copie ou un système équivalent au niveau du data center. Et cette duplication, ces outils de continuité du service créent la confiance dont je parlais. On sait que si on a besoin d'un service 24 heures sur 24, on l'obtiendra 24 heures sur 24. Maintenant, je voudrais qu'on revienne encore avec beaucoup plus d'insistance sur l'aspect sécurité de tout ceci. Le Bénin se bat, ça se voit, vous en avez suffisamment parlé ce matin, pour faire interagir ces citoyens, faire du citoyen un citoyen moderne qui a accès à un certain nombre de services électroniques. Est-ce que nous sommes sécurisés? Parce qu'un pays qui s'ouvre court également le risque de s'exposer à un certain nombre de méfaits liés justement à cela. C'est-à-dire, par exemple, se faire hacker ou détruire un certain nombre d'informations, de bases de données par des gens malveillants qui peut-être en voudraient au Bénin. Oui, c'est un... De la même manière que dans la vie sans le numérique, il faut mettre en place des structures pour lutter contre la malveillance et les crimes qui peuvent être commis à l'encontre d'un particulier, mais aussi à l'encontre d'un État. Et c'est la responsabilité de l'État de protéger ses citoyens, de protéger ses entreprises. Donc forcément, nous avons mis en place un certain nombre de structures et d'outils pour créer cette sécurisation. Ça ne sert à rien de dire qu'on va mettre en place une plateforme qui sera accessible par les entreprises, y compris de l'étranger, s'ils n'ont pas confiance qu'effectivement ces informations sont valides et sont intègres. Donc, pour donner quelques exemples d'investissements qui ont été faits dans le domaine de la sécurité. J'ai déjà mentionné la création de l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information. Cette agence a obtenu du Conseil des ministres il y a quelques mois, a obtenu une validation de sa stratégie nationale de sécurité numérique. Cette agence est opérationnelle et fonctionne. Cette agence travaille déjà sur une infrastructure qu'on appelle une infrastructure à clé publique, une infrastructure PKI pour les spécialistes, une infrastructure à clé publique qui va permettre de sécuriser l'ensemble des transactions. Ça va, alors pour ceux qui utilisent un ordinateur, de temps en temps, on leur demande de valider un certificat électronique qui permet de se connecter ou qui permet de faire une transaction financière avec sa banque, des choses comme ça. Nous produisons nos propres certificats électroniques aujourd'hui. Nous les mettons sur ce qu'on appelle des titres sécurisés, comme des passeports. Nous les mettons sur la carte nationale d'identité électronique. Nous l'utilisons pour un certain nombre de transactions qui ont besoin d'être sécurisées. Ça, c'est un progrès significatif. Parce que faites le compte des pays qui ont effectivement une infrastructure PKI opérationnelle, vous n'allez pas en trouver beaucoup, y compris sur l'ensemble du continent. Nous avons, vous semblez nous rassurer, mais quand on sait que de gros pays, de grandes puissances, ne sont pas forcément à l'abri d'un certain nombre d'attaques. On entend souvent les Américains accuser la Russie ou encore des Européens, dire qu'on a été, en tout cas, tel processus a été déstabilisé, a été perturbé par des puissances externes, quand bien même on connaît les moyens dont disposent ces pays-là pour se protéger, pour sécuriser leur système informatique. Nous, à l'échelle du Bénin, est-ce que vraiment nous avons les moyens de notre politique? Regardez ce qu'ils font en fait. Ce qu'ils font, beaucoup, c'est de coopérer entre eux pour pouvoir faire face à ces menaces. Tout à fait. Et c'est ce que nous faisons aussi. Nous avons coopéré. Vous touchez un point qui me paraît très essentiel.
le Bénin se bat. Est-ce que les autres pays qui nous entourent se battent de la même manière, sont dans la même dynamique? Si ce n'est pas le cas, il n'y a-t-il pas un déséquilibre, puisqu'on a besoin de coopérer aussi avec les autres. Si nous sommes en avance, ou peut-être c'est l'inverse. Ben, chaque pays avance à son rythme. Mais aujourd'hui, nous sommes dans des instances de coopération qui sont continentales, qui sont sous-régionales et qui nous permettent effectivement de s'entraider pour faire face à des menaces éventuelles. Aujourd'hui, l'ANSSI a mis en place un centre de surveillance de l'Internet, un centre de cybersécurité, comme on l'appelle, et qui fonctionne. L'ANSSI travaille avec les agents qui sont en charge, les structures qui sont en charge de la sécurité nationale. Et c'est bien normal. Mais ce que je veux dire, c'est que, parce que là, vous faites mention de grands problèmes dont on entend parler dans la presse au niveau international. Bien sûr que nous pourrions être sujets à ça. Je ne vois pas très bien pourquoi, mais peu importe, ça peut arriver. Les pays européens ou les pays du continent américain coopèrent pour lutter contre des cyberattaques qui peut, et c'est là quand même la particularité, ça peut venir d'absolument n'importe où. Ça peut venir de son propre territoire, comme ça peut venir de l'extérieur du territoire. La coopération est indispensable. Cette coopération est en train de se densifier. Elle existe. Peut-être qu'effectivement, il faut aller plus loin. C'est ce que nous sommes en train de faire. Si vous regardez les efforts qu'a fait le Bénin, ou les efforts, qu'a fait le Bénin sur ces dernières années, et il y a une notation qui a été mise en place sur l'Afrique. On arrive en tête. Des efforts, des investissements qu'on a faits pour que les données et l'Internet dans notre pays soient sécurisés. C'est dire que nous considérons que c'est extrêmement important. C'est un des éléments critiques de notre succès en matière de devenir cette plateforme de services numériques en Afrique de l'Ouest. Donc, il n'y a pas de compromission là-dessus. On ne peut faire du numérique que si on fait de la sécurité. Et nous faisons les deux en parallèle. Et toutes les agences qu'on a citées depuis le début de cette émission coopèrent avec l'ANSSI. C'est obligatoire. Il n'y a pas de « ah ben je vais voir ça après ». Dès l'inception, la conception d'un projet, eh bien on va voir l'ANSSI, on dit « est-ce que vous avez des recommandations par rapport à ça ?» Pendant tout le projet et à la fin du projet, l'ANSSI a la capacité de venir faire des audits et dire « attention, là on pourrait avoir des failles de sécurité ». C'est un gros travail et un travail qui se fait. Alors, quand on doit évaluer l'ensemble des efforts qui ont été faits aujourd'hui, depuis 2016, après, nous sommes en fin de mandat pratiquement, Patrice Talon, sur une échelle, mettons, de 10, à quel niveau peut-on situer l'étape où nous en sommes aujourd'hui, en matière donc, de mise en œuvre de cette politique de promotion de l'économie numérique, de l'e-commerce électronique dans notre pays, à votre avis? À mon avis, merci. C'est difficile à dire. C'est difficile à dire parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, si je compte les projets qui sont dans l'ensemble des structures qui contribuent à l'économie numérique, et entendons-nous, il y a les agences que j'ai citées, l'ensemble des ministères sont impliqués désormais dans cette dynamique de digitalisation et beaucoup d'autres structures. Vous allez à la SBE, vous allez partout parce que c'est devenu une nécessité. Donc, on vient de loin. On a fait beaucoup de travail sur ces 4 dernières années et on continue sur notre lancée. Si vous allez à l'étranger, il est reconnu que le Bénin a progressé fortement. Mais moi, je suis tenté de dire que sur une échelle de 1 à 10 que vous me proposez, je suis tenté de dire que on n'a pas fini. On est loin d'avoir fini parce que la difficulté, ou en tout cas le challenge, le défi que nous avons, c'est de mettre en place des solutions et des structures, mais en même temps de nous assurer que l'ensemble des Béninois profitent de cette numérisation du pays. Pas seulement de l'administration, mais de l'ensemble du pays. Et que cette dynamique soit à la fois une dynamique sociale, mais aussi une dynamique économique. C'est-à-dire que les populations s'y retrouvent, mais que ça génère
des nouveaux moyens économiques et des recettes, pourquoi pas, pour l'État. Donc, de ce point de vue-là, on n'aura jamais fini. Donc le 10, là, je ne sais pas où est-ce que vous le mettez. Est-ce que vous le mettez en 2021 ou est-ce que vous le mettez en 2050 hein, c'est un peu ça la question. Mais par rapport à ce qui nous avait été demandé, je crois qu'on est bien au-dessus de la moitié de ce qui nous avait été demandé ou de ce qui nous est demandé. On a encore du chemin à faire. Justement, on va maintenant aborder, avant de finir, les perspectives. Selon vous, quels sont les objectifs à court et moyen terme dans le cadre de la mise en œuvre de ces différentes missions qui vous ont confiées? Bah écoutez, c'est un peu ce dont j'ai parlé. Oui. Il y a l'opérationnalisation complète, donc la mise en œuvre complète des projets que nous avons commencés, le data center, l'infrastructure à clé publique. Nous avons aussi donc la finalisation de la TNT à travers sa diffusion effective. La couverture de l'ensemble du pays, vous avez souligné, hein, pour qu'effectivement toutes les populations en bénéficient, il faut nécessairement qu'elles aient accès à Internet, ou elles aient accès à un réseau quel qu'il soit pour avoir ces informations-là. Donc ça, c'est pas fini. Ça va encore prendre quelques années pour obtenir ça dans des bonnes conditions, avec une bonne qualité et avec un coût abordable. Hein, le coût, la partie coût abordable est extrêmement importante. Maintenant, c'est vrai que donc l'objectif d'avoir une économie numérique qui apporte la confiance, enfin qu'on peut utiliser en étant confiant que c'est utilisé à bon escient, en étant confiant que les informations sont sécurisées, que les informations sont protégées, ça reste un objectif majeur, d'une manière générale. Le fait que l'administration en interne, mais aussi dans sa relation avec les citoyens et les entreprises, soit simplifiée, ça reste un objectif majeur. D'une manière générale, que le numérique crée de la valeur, crée de nouvelles entreprises, de nouveaux métiers, donc de nouvelles formations, de nouvelles compétences, qu'on développe ces compétences-là au niveau du Bénin, en interne, ça reste aussi un objectif majeur. Et nous poursuivons tous ces objectifs-là. Le développement du numérique au sein de l'éducation, pas seulement pour enseigner, mais aussi le numérique en tant que matière à enseigner, demeure un objectif aussi important. D'où tous les efforts que nous faisons dans le domaine de l'éducation. Alors, dites-nous, on va finir avec ça. Qui sont les acteurs de la mise en œuvre de cet objectif-là du gouvernement, de la numérisation du Bénin? On vous connaît. Qui sont les autres acteurs? On sait que le chef de l'État, il a la sympathie de certains pays, notamment l'Estonie. Il a beaucoup d'amis là-bas. Il n'a pas hésité à un moment donné à les solliciter. Qui sont ceux qui font ce job-là? Vous parlez en interne, en externe. Je vais vous dire. Oui. En interne, déjà, on a cité les agences, on a cité le ministère du numérique et de la digitalisation qui fait un travail de coordination, un travail de supervision, un travail de stratégie qui est extrêmement important. Il y a tous les secteurs. Dans le secteur de l'éducation, si vous allez voir, il y a des projets de digitalisation. Dans le secteur du tourisme, il y en a. Dans le secteur du commerce, naturellement, il y en a. Donc, l'ensemble des secteurs ministériels ont des projets, ont une direction des systèmes d'information qui contribuent à ce travail-là. Et donc, l'ensemble, je dirais, des acteurs économiques, nécessairement, puisqu'ils ont besoin d'être digitalisés pour être plus performants, contribuent à cette maturité numérique du Bénin. Maintenant, pour y arriver, comme j'ai dit tout à l'heure, la coopération est indispensable dans le domaine de la cybersécurité. Elle est aussi indispensable. On ne va pas réinventer la roue. Donc, on va aller prendre là où les gens ont bien fait, on va aller prendre ce qu'ils ont bien fait et l'adapter chez nous. Nous avons donc un partenariat avec les Estoniens, sur lequel on a travaillé pour le portail des services, pour ce qu'on appelle l'infrastructure d'interopérabilité. Vous savez, on est en train de connecter l'ensemble de nos bases de données. Toutes les bases de données de l'administration seront
connectés de manière à éviter les duplications et avoir un fonctionnement optimal de la gestion de ces données-là. C'est une infrastructure qui nous a apporté par les Estoniens et qui va transformer la manière de gérer. Et nous serons l'un des premiers sur le continent à la mettre en place. Elle est déjà en place. Nous sommes en train, au fur et à mesure, de connecter l'ensemble des bases de données. Donc, un partenariat avec les Estoniens extrêmement efficace. Un partenariat avec nos amis du Rwanda. Nous avons des consultants rwandais qui travaillent avec nous pour nous permettre d'avancer plus vite. Je ne veux pas souligner le Rwanda, mais c'est vrai qu'on a oui, justement, allez-y. Oui, qui nous permettent d'avancer plus vite. Eux, ils sont reconnus sur l'Afrique comme étant un des pays qui a mis l'accent sur la digitalisation de leur économie et de leur administration, et de manière réussie. Donc, naturellement, nous sommes allés chercher quelques idées, quelques expériences, quelques compétences pour nous aider à avancer vite. Voilà. L'imitation est vertueuse, il paraît. Bien, nous sommes arrivés au thème de cet entretien. Monsieur Serge Adjovi, directeur général de l'Agence nationale des services et systèmes d'information. Je vais vous laisser quand même nous dire votre mot de la fin. Alors, j'ai l'habitude de dire, d'abord je veux dire un mot sur e-résultats, parce que je pense que e-résultats, c'est une plateforme qui va évoluer. On a parlé d'autres examens et concours, mais on a, dans une discussion avec les ministres du secteur de l'éducation, ils souhaitent effectivement, par exemple, que les diplômes, les attestations soient aussi émises automatiquement, de manière sécurisée à travers cette plateforme. Donc, ça a été dit au niveau du lancement, et je trouve que c'est une excellente idée. Donc, e-résultats, moi je crois que il faut que les parents d'élèves, il faut que les élèves, il faut que tout le monde, si on a un cousin, un neveu, accède à cette plateforme et voit comment est-ce que ça marche, est-ce que ça leur apporte de la valeur, et pourquoi pas nous fasse un feedback. Il y a des contacts, des numéros de téléphone qui sont donnés, et je crois que c'est une plateforme qui a vraiment beaucoup d'avenir. Et d'une manière générale, comme j'ai déjà dit, le numérique, c'est une démarche, et c'est une démarche qui a été voulue par le président Patrice Talon et par le gouvernement. C'est une démarche qui ne va pas s'arrêter. On est juste au début. On a une dynamique formidable, qui nous est reconnue d'ailleurs. Et nous avançons, et nous allons continuer à avancer. Ça ne va pas s'arrêter demain, ça ne va pas s'arrêter après-demain. On va transformer notre économie avec le numérique, et nous allons augmenter la maturité numérique pour être parmi les premiers pays qui se développent à travers le numérique. Mais c'est aussi l'affaire de tous. On a vu que finalement tout le monde est concerné. Le gouvernement, bien sûr, l'administration publique, le citoyen, les entreprises, les écoliers. Tout le monde est concerné, tout le monde doit apporter sa part, tout le monde doit être ouvert à l'acceptation de ce changement, qui est un changement pas seulement de manière de faire et de collecter les résultats, c'est vraiment, je pense, un changement de vie pour tout le monde et une opportunité pour les entreprises. Merci, M. Serge Adjovi, directeur général de l'Agence nationale des services et systèmes de l'information. Merci d'avoir partagé avec nous tout ce qui se fait aujourd'hui dans la mise en œuvre de la volonté du chef de l'État, le président Patrice Talon, de transformer notre pays et de digitaliser l'administration et aussi l'économie béninoise. Vous avez compris, le Bénin poursuit son petit bonhomme de chemin. Des changements considérables ont été opérés. Nous allons suivre tout ceci. Merci de nous avoir suivis. Merci d'être resté fidèle à Canal 3. Vous suivrez juste après moi, dans un peu plus d'une heure, le grand format de Idrissou Boukari. Je vous souhaite de passer d'agréables moments devant Canal 3. Bien, au revoir. Merci.